Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce que tout le monde nous entend bien? On va peut-être couper les notifications pour les participants et les intervenants. Alors, ça y est, c'est la rentrée. Je crée mon entreprise. On a 30 minutes pour être prêt. On va essayer de vous synthétiser l'ensemble des éléments indispensables pour créer votre entreprise en toute sécurité. Et on va essayer de tenir le timing des 30 minutes pour vous permettre aussi de vous restaurer tranquillement entre les midis. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui pour ce faire de plusieurs intervenants spécialisés dans la création d'entreprise avec une forte expérience dans la création d'entreprise et reprise d'entreprise. Donc, j'ai William Bénard, qui est un expert en création et développement des entreprises sur le secteur de Lille. Alors, c'est vrai que on a souhaité prendre des personnes spécialisées dans des secteurs géographiques parce que il y a toujours une optimisation fiscale, sociale, juridique, on le verra par la suite, mais il y a surtout une optimisation économique et le fait d'avoir des personnes qui connaissent bien la région et le secteur, c'est indispensable. On a Antoine Teneur aussi, expert création et développement d'entreprise sur le secteur de Arras, Lens, Béthune. Julie Delannoy qui est formatrice, experte création, reprise d'entreprise, développement des entreprises, qui anime aussi des formations sur les holdings, montage SCI, etc. Et moi-même, Marie Lelieur, donc expert comptable, ça fait quasi une quinzaine d'années que j'accompagne les créateurs et porteurs de projets dans la création de leur entreprise. Alors, on verra donc tout ce qui est pour nous les indispensables de la création d'entreprise. Donc, un rappel déjà sur le business model et donc l'optimisation économique. Parce que voilà, pour optimiser, il faut déjà faire du chiffre. Les avantages et les inconvénients de l'auto-entreprise. Est-ce qu'on peut vraiment comparer la SAS avec la SARL? C'est une vraie question. Et l'impact fiscal et social. Et comment sécuriser son patrimoine? Alors, concernant le business model, comment construire son prévisionnel d'activité? Alors, Julie, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, merci Marie, bonjour à tous. Alors, effectivement, il est primordial de valider la faisabilité économique de votre projet. Ça va passer par la réalisation de votre business model, par la définition de votre business model, qui est globalement ce que je vends, combien, à qui et comment. Le prévisionnel financier, finalement, ce qu'on va appeler aussi le budget prévisionnel, ça va être la traduction chiffrée de votre business model. Donc, l'une des premières questions à se poser, c'est effectivement, est-ce que le business plan tient la route? Trois aspects qu'on va regarder un petit peu ensemble. C'est toujours présenté sous forme de triptyque parce qu'effectivement, l'équilibre doit se faire entre ces trois éléments-là. La rentabilité d'abord, et c'est ce qui paraît le plus évident. Est-ce que je réalise suffisamment de chiffre d'affaires? Est-ce que mon activité permet de faire face, de couvrir l'ensemble de mes charges et de rembourser mes prêts? Ensuite, deuxième élément, l'aspect trésorerie. Est-ce que mon solde bancaire reste positif? Au mois le mois, effectivement, je peux être rentable sans pour autant avoir une trésorerie très équilibrée. Donc, il va falloir vérifier ces deux aspects-là. Et ensuite, troisième aspect, l'aspect qu'on va appeler plutôt besoin ressources, c'est-à-dire le plan de financement. Est-ce que j'ai listé déjà l'ensemble de mes besoins pour démarrer mon activité, soit des investissements, ça peut être aussi un besoin de trésorerie, comme on l'a vu précédemment. Et est-ce que j'ai les financements en face, que ce soit des financements propres, le capital, les différents apports que je vais faire, ou les financements externes, des financeurs traditionnels, banques, on peut aussi citer les réseaux, initiatives, Neuractif, etc. Est-ce que c'est suffisamment proportionné à mes besoins? Oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand on établit un prévisionnel, dès que l'on va changer le chiffre d'affaires, le taux de marge, les besoins ou même les ressources, on doit revalider les trois aspects pour s'assurer que le prévisionnel est bien équilibré. Alors, c'est vrai que c'est important de faire un focus sur le taux de marge. Tout à fait. Alors, si on s'attarde un petit peu plus sur la rentabilité, puisque c'est vraiment le point clé de votre business, de votre business plan, on va s'attarder d'abord sur le taux de marge. C'est quoi le taux de marge? Alors, quand on est entrepreneur, qu'on est commerçant en l'occurrence, on va avoir tendance à raisonner en coefficient, mais on va avoir tendance à raisonner en taux de marge, c'est-à-dire un petit peu à l'envers. On va partir du prix de vente, on va déduire le coût des achats,
des matières premières, des marchandises. C'est globalement ce qu'on va considérer comme étant des charges variables. Plus je vends, plus j'achète. Donc, du coup, c'est vraiment ce qui est variable en fonction du chiffre d'affaires qui sera réalisé. Et on va le ramener au prix de vente. C'est ce qui va nous permettre de déterminer un taux de marge brute qu'on va comparer à deux éléments. Déjà, d'année en année, quand on est entrepreneur, on va quand même comparer cet indicateur clé. Et ensuite, on va le comparer aussi aux normes sectorielles. Quand on va aller voir un financeur, quand on va échanger de son bilan auprès de ses conseils, en premier lieu l'expert comptable, on va se référer à ces éléments clés. Marie, tu ne me contrediras pas, j'espère, sur ce sujet-là. Non, mais c'est vrai que le taux de marge, il est extrêmement important. Et après, donc déjà, c'est vrai que j'aime bien rappeler que le pas cher, c'est pas un concept, et que donc quand il y a des ratios et des taux de marge standards pour certaines activités, il faut quand même essayer de s'en rapprocher. Pourquoi? Parce que si vous faites du pas cher, vous serez obligé de faire un effet volume. Qui dit effet volume dit augmentation de la surface, embauche, qui dit donc régénération de chiffre d'affaires complémentaire. Et donc, on est dans une course en avant qui ne vous permet pas d'être serein et de vivre correctement de cette activité. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut valider ensemble, donc avec les organismes d'aide à la création, avec votre expert comptable. On est là pour vous accompagner. Et après, faire un point aussi sur les charges. Voilà, les charges Julie, je te laisse cette. Voilà, les charges fixes. Donc, en fait, là, on a vu une partie des charges variables. On prend souvent un exemple qui revient de façon récurrente, c'est celui du boulanger qui, par exemple, pour faire sa baguette, va avoir besoin de pain, de farine, de levure, de sel, d'eau, etc. Ça, c'est ce qu'on va appeler les charges variables. En revanche, quand il paye son loyer, là, on parle de charges fixes. Quel que soit le nombre de baguettes qu'il va vendre, il va toujours avoir un loyer qui va être fixe. On peut aussi intégrer les assurances, le coût de la publicité, les frais postaux, les frais internet, téléphonie, les cotisations aux différents syndicats. On peut intégrer une partie des impôts, mais aussi les charges de personnel, parce que notre salarié, il faudra le payer de toute façon, quel que soit le chiffre d'affaires qui sera réalisé. C'est ça, il faut faire en fait une semaine type de l'activité que vous aurez. Exactement. Et puis en fait, voilà, au démarrage, le matin, vous levez, vous rentrez dans une voiture. Donc la voiture, le coût de la voiture, le coût de l'essence, le coût du péage, le coût du parking. Ensuite, vous arrivez chez vous, vous arrivez au local, vous arrêtez l'alarme. Coût de l'alarme. Vous voyez, donc refaire bien la semaine type pour pas oublier de charges que vous pourriez éventuellement avoir. Après, attention, la réduction des coûts, la réduction des charges. Voilà, c'est les vrais sujets, c'est vraiment le chiffre d'affaires, la rentabilité. Après, tout ce qu'on appelle costing, réduction des charges, c'est bien de le faire peut-être dans un deuxième temps. Là, c'est plutôt de se fiabiliser, d'être confortable avec les prestataires et les partenaires que vous prenez lors de la création de votre entreprise. Alors évidemment, qui dit charge et chiffre d'affaires, on va parler du point mort. Qu'est-ce que le point mort? Exactement. En fait, effectivement, une fois qu'on aura déterminé son taux de marge et listé l'ensemble de ses charges fixes, comme tu le disais, Marie, il ne s'agit pas d'essayer de les réduire, mais vraiment de viser au plus juste pour ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est ce qui va permettre de déterminer le point mort, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'il va falloir que je réalise pour couvrir l'ensemble de mes charges. C'est en gros le résultat zéro, quelque chose qui est tout à fait équilibré. Alors effectivement, ça c'est très important parce qu'il va falloir l'avoir toujours en tête une fois qu'on aura fixé l'ensemble de ses charges fixes, y compris sa rémunération en tant qu'entrepreneur, c'est très important. Et y compris, on peut, alors même si ce n'est pas très académique, on peut également intégrer les remboursements de prêts. Parce qu'il va falloir de toute façon les rembourser, ces fameux prêts. Donc on n'arrive pas tout à fait à un résultat zéro, mais c'est très important d'intégrer ça dès à présent pour que vous ayez cet objectif minimum à réaliser dès la première année. Voilà, le point mort pour moi, alors même si je suis expert comptable, le point mort pour moi, c'est ce qui permet de tout payer, y compris les échéances de prêt qui ne sont pas de la charge, en fait. Donc voilà, c'est de se dire, donc parfois, on a des bilans qui sortent à plus 40 000 € de résultats et où on dit à l'entrepreneur, le résultat n'est pas suffisant parce qu'il ne permet pas de rembourser l'intégralité des prêts. Alors, en retraite, c'est un calcul et tout ça, sous-amortissement, etc. En tout cas, voilà, globalement. Donc, c'est des points sur lesquels on fait très, très attention. Merci, Julie, pour ce point sur l'aspect rentabilité économique. Alors, on va passer aux formes juridiques. On a énormément de questions sur les formes juridiques. On va peut-être faire déjà un rappel sur la micro-entreprise et rapidement, donc les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise avec William. Merci Marie. En effet, comme tu le disais, ça reste l'une des formes les plus envisagées par les entrepreneurs pour démarrer leur activité, mais pas toujours en effet la plus optimisée pour leur développement.
Un petit rappel donc sur les avantages. Donc c'est vrai qu'elle est ultra simple à créer, mais aussi à fermer. C'est une formalité qui reste totalement gratuite et la comptabilité y est super simplifiée. Par contre, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Déjà, l'impossibilité de s'associer. On a quand même peu de crédibilité envers les tiers. En effet, hein, on n'a pas dépôt de capital comme sur une société commerciale, donc on va dire qu'on a peu de crédibilité. Le développement de l'activité reste tout de même limité au plafond, comme vous pouvez le voir ci-dessous sur la slide, et votre responsabilité est illimitée. À ça, il est difficile aussi d'emprunter, de faire des emprunts à titre professionnel. Au final, si la banque vous fait un prêt demain, ça reste un prêt conso, donc à titre personnel. Et on reste donc limité aux investissements qui seront de toute façon autofinancés par votre activité. Donc après un paiement des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Et surtout, on ne déduit aucune charge en micro-entreprise. Donc, vous comprendrez assez facilement que la micro-entreprise est adaptée pour une activité qui demande peu d'investissement, peu de charges en complément d'une activité salariée. Dès lors que vous voudrez investir, embaucher ou vivre convenablement de cette activité, ce statut ne sera plus adapté. Gardez à l'esprit que dès lors que vous vous rapprocherez des seuils de TVA, donc que vous voyez ci-dessous, l'auto-entreprise ne sera plus intéressante pour vous. Une petite étude peut être faite pour valider justement la rentabilité de votre activité et son passage en société. Oui, c'est vrai, William, tu as raison de le souligner. Il faut quand même rappeler le sens de la micro-entreprise qui n'a pas été créée comme une forme juridique. C'est une déformation pratique que l'on peut voir actuellement, mais une auto-entreprise est faite pour un complément d'activité ou pour tester, mais ce n'est pas une activité pérenne dans le temps. Déjà, par le fait de la protection sociale, enfin, malgré les charges que vous payez, vous êtes quand même moins bien couvert qu'en régime réel. Et puis aussi par l'aspect aussi on ouvre quand on veut, on ferme quand on veut. Donc au niveau, l'économie est basée sur la confiance. Quand on contractualise avec un partenaire, c'est qu'on a confiance en lui. Lorsque vous créez en auto-entreprise, vous pouvez fermer du jour au lendemain. Donc il est compliqué de procéder à des versements d'acompte, peut-être parfois même significatifs, sur de la micro-entreprise, et d'autant plus avec l'environnement actuel qui va se tendre. Après, il y a une question aussi à se poser. Vous créez en micro-entreprise et vous avez besoin pour vivre au quotidien de, par exemple, 2000 ou 2500 euros. En fait, on va vite comprendre que la micro-entreprise ne va pas être adaptée pour vous, ou en tout cas très, très vite. Il va falloir changer de statut. Et dans certains cas, sur de l'achat-vente, le changement de statut est extrêmement complexe, puisqu'on a un stock, parfois un site Internet, parfois même un bail. Donc, ça peut vous coûter très, très cher de changer de statut. Voilà, donc c'est des points qu'effectivement, il faut voir. Mais merci pour cette présentation, William. On a aussi un point important, tout ce qui est forme juridique à l'impôt sur le revenu et donc notamment l'auto-entreprise, on retrouve des problématiques d'autofinancement, c'est-à-dire que dès que des personnes vont autofinancer leur développement d'activité, les investissements, le stock, en fait, eh bien, dites-vous, pour synthétiser très fortement, que vous paierez des charges sociales et de l'impôt sur le revenu sur le développement de votre activité, ce qui est beaucoup plus cher qu'en société. Donc après, se pose la question aussi de la comparaison entre la SARL et la SAS. Est-ce que l'on peut vraiment comparer ces deux formes juridiques ? Alors peut-être, Antoine, déjà un rappel sur ces formes juridiques. Oui, bien sûr. Donc en fait, SARL et SAS, c'est les deux structures aujourd'hui qui sont les plus usitées au niveau de la création d'entreprises. Concrètement, c'est deux structures qui vont avoir beaucoup en commun. C'est-à-dire que dans les deux cas, on va créer une société. Donc on a vraiment une personne morale qui est constituée. Ça, c'est le premier point. Donc ça a une importance, notamment en termes de protection patrimoniale de l'entrepreneur. Et le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que c'est un régime qui va nous permettre de bénéficier de l'impôt sur les sociétés. C'est ce que vous retrouvez dans la colonne du milieu, là, sur la diapo. C'est-à-dire qu'on va prendre en fait le chiffre d'affaires, on va retirer toutes les charges intrinsèques à l'activité, donc le loyer, l'assurance, les achats de marchandises, les frais bancaires, etc. On va retrancher également la rémunération du chef d'entreprise et les cotisations afférentes. Tout ça, ça va nous donner le bénéfice de la société, et ce bénéfice sera taxé à 15% jusqu'à 38 000 euros de résultat. Donc en fait, concrètement, c'est aujourd'hui le régime fiscal qui est le plus intéressant, qui est le plus flexible, et qui évite justement, comme tu le disais tout à l'heure, Marie,
ces problématiques d'imposition sur la trésorerie qu'on veut laisser dans la structure. Ce qui fait que finalement, la différence principale entre SARL et SAS, ça va être votre statut à vous en tant que dirigeant. En SARL, on va parler de travailleurs indépendants. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas de bulletin de paie. En fait, c'est le bilan qui fera foi en termes de rémunération. Et concrètement, on va payer environ 47% de charges sociales sur le salaire net. Donc pour 1 000 € de salaire net, environ 470 € de cotisation sociale à payer. En SAS, on va avoir un statut dit d'assimilé salarié. Donc en fait, là, dans ce cadre-là, on va avoir un bulletin de paie. Pour autant, on ne va pas cotiser au chômage, on n'aura pas de congés payés, on n'a pas droit à la prime Macron, c'est vraiment un statut à part. Et en fait, dans ce cadre-là, on va avoir un taux de charge qui se rapproche des 75% du salaire net. Donc pour 1 000 € net, on va payer environ 750 € de cotisation sociale. Donc il y a une différence entre les deux qui est hyper impactante. En général, l'argument pour la SAS, c'est de parler des dividendes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le bénéfice qui est soumis à 15% d'impôt, c'est le bas de la slide, ce bénéfice, on va pouvoir éventuellement le distribuer. Et en fait, en SAS, on va payer simplement la flat tax dessus, c'est-à-dire qu'on ne paiera pas de cotisation sociale en plus. Là où en SARL, on va payer les charges sociales, donc les 47%, et la flat tax derrière. En fait, ça s'explique tout simplement par la philosophie du régime, c'est-à-dire qu'en SARL, on est plutôt sur une société de travailleurs. Donc, qui dit travailleur dit cotisation sociale, d'où l'affiliation des dividendes de cotisation. Alors qu'en SAS, on est plutôt sur une société d'investisseurs, c'est-à-dire qu'on injecte du capital, mais on ne travaille pas dedans. Et c'est pour ça que les dividendes sont exonérés. Oui, c'est ça. Et après, c'est vrai qu'on a toujours eu des adaptations, disons, dans la pratique, en fait, où certains entrepreneurs utilisent de la SAS et déforment un petit peu l'utilisation de la SAS, ce qui est possible en soi. Mais finalement, quand on fait les calculs et on va les revoir par la suite, on s'aperçoit que elle est coûteuse. Et c'est vrai que l'argument reste toujours sur les dividendes, mais les dividendes, finalement, ça coûte très cher. Oui. Effectivement, d'autant plus depuis qu'on a la fameuse taxe Puma. C'est-à-dire que dès l'instant où on va avoir des revenus professionnels, donc concrètement des revenus qui ont été soumis à cotisation sociale, qui sont inférieurs à 8 000 € par an, et que dans le même temps, on a des revenus du patrimoine et du capital, donc concrètement, ça va être les dividendes, ça va être les revenus fonciers, les revenus immobiliers, etc., qui sont supérieurs à 20 000 €, et ben en fait, on a une taxe de 6,5% qui va s'appliquer sur les revenus du patrimoine et du capital, qui sont supérieurs à 20 000 € en fait. Donc concrètement, dans le cas de la SAS tout à l'heure, si on a 100 000 € d'enveloppe, donc on va dire de résultats avant impôt, ben on va d'abord commencer par payer l'impôt sur les sociétés puisque le dividende intervient après. Donc ça, c'est à peu près 22 000 € sur les 100 000. On va payer les prélèvements sociaux de la flat tax, ça c'est à peu près 13 000. Et en plus derrière, on va payer cette fameuse taxe Puma. Donc on se retrouve finalement à payer près de 40 000 € de taxes et d'impôts sur les 100 000. Donc il reste environ 60 000 € net avant impôt sur le revenu. Sachant que là, ces 40 000 € qu'on paye, ça donne droit à rien, puisque c'est vraiment de l'impôt et de la taxe, là où la cotisation sociale en SARL permet d'avoir des revenus différés, notamment dans le cadre de la retraite. Oui, c'est ça. En cas de même maladie, arrêt, invalidité, en fait, il y a pas de couverture. Donc, on paye de l'impôt pour payer de l'impôt, en fait. Ce qui est le cas quand on a des personnes qui investissent dans des structures et qui travaillent pas dedans. Donc là, ça peut avoir du sens parce qu'ils font leur protection sociale à côté dans une autre activité. Mais pour un entrepreneur qui travaille dans l'entreprise et qui se dit, voilà, les dividendes, c'est moins cher, j'ai pas de charge sociale dessus, faites bien les calculs. C'est pas forcément, c'est très souvent l'inverse. Merci Antoine pour ces explications. Alors c'est vrai que c'est important dans le déroulé de faire un focus justement sur cette protection sociale, puisqu'on a vu que on passait d'un taux de 47% de charges sociales en SARL à un taux de 75% en SAS. Et donc généralement on dit oui, mais je suis mieux protégée en SAS. Alors il faut savoir que depuis février 2020, l'indépendant en SARL travaillant non salarié est rattaché à la CPM. Ça veut dire que voilà, il y a eu des alignements notamment pour les congés paternité et maternité, des alignements sur certaines cases de retraite et de prévoyance. Alors si maintenant on prend un cas concret, parce que c'est bien de partir d'un exemple pour bien comprendre. Si on prend une rémunération plus charge sociale,
35 000 euros, donc une enveloppe globale de 35 000 euros. On les compare en SAS et on compare en SARL. On met cette enveloppe dans les deux structures. Et en fait, on essaye de calculer le net que le dirigeant peut avoir. En SAS, son net sera de l'ordre de 20 000 euros. Vous voyez, somme des revenus professionnels nets, 19 999. En SARL, 23 824. Donc, globalement, SAS, 20 000 euros. SARL, 24 000 euros. Un écart de 4 000 euros. Et en fait, on s'aperçoit au niveau de la retraite qu'on a un taux de remplacement quasiment identique entre la SAS et la SARL. Contrairement à ce que l'on pourrait penser. Alors là, c'est un cas, c'est une simulation. Il faut savoir que on fait systématiquement ou quasi systématiquement des calculs d'optimisation pour des entrepreneurs. Et dès que ces calculs ont été faits, généralement l'entrepreneur, même s'il avait décidé de partir en SAS, convertit vers la SARL. On a même fait des calculs pour des personnes qui avaient 55, 57, 58 ans. Et c'est vrai que généralement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, oui, ils partent aussi en SARL pour d'autres raisons, parce que c'est vrai que sur ces âges-là, les dés sont déjà jetés en fait et qu'ils ont déjà leurs meilleures années. Donc voilà, donc un point quand même assez important. Et donc un autre point lorsque l'on crée sa structure, c'est un focus sur l'aspect patrimonial. Et donc là, Julie, je te laisse reprendre la main sur cet aspect-là. Ouais, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas spontanément quand on crée son entreprise, mais il est très important que vous vous arrêtiez en fait sur votre situation familiale et sur vos projets patrimoniaux, sur votre situation patrimoniale. Alors, quand on parle de situation familiale, on dérive assez rapidement sur le contrat qui vous lie à votre conjoint ou à votre conjointe. En matière de régimes matrimoniaux, il en existe deux grands types qu'on a essayé de schématiser ici. Le premier, c'est le mariage sans contrat. Donc, ça va être le régime de la communauté réduite aux acquets, qui est globalement un régime de partage. Ce qui est à toi est à moi. En dehors des biens propres, les biens propres, ce sont les biens qu'on a acquis avant le mariage et les biens dont on hérite ou qui nous sont donnés par le biais d'une donation. Sinon, tout ce qui est acquis pendant le mariage appartiendra aux deux époux. Ensuite, celui qui vient s'opposer à celui-ci, ça va être le mariage avec contrat, et celui auquel on pense spontanément, c'est celui de la séparation de biens. Là, il n'y a pas de partage. Par défaut, ce qui est à moi n'est que à moi. Mais il y en a encore qui se marient sans contrat. Il y en a encore beaucoup. D'ailleurs, parmi nous quatre. Et du coup, la question doit se poser au moment de la création d'entreprise. Est-ce que c'est adapté ou pas? Et qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il y a quand même des choses à faire. Ce n'est pas irréversible, toutes ces situations-là, pour bien préparer mon entreprise et ma création, pour sécuriser, on parle bien là d'une sécurisation du patrimoine et une pérennisation de l'entreprise. L'entreprise, c'est ça. Alors, si on prend un exemple sur Madame crée sa société, quelles sont les conséquences? Madame a créé, à qui appartient la société? Alors, première question, à qui appartient la société? Vous l'aurez compris, si rien n'est fait en régime de communauté, la société appartient à monsieur et à madame, bien que ce soit madame qui est créée. En régime de séparation, ça n'appartient qu'à madame. Donc, ça veut dire qu'on crée une EURL ou on crée une SASU, donc unipersonnelle. On a 100% des parts. Si on est marié sous la communauté, monsieur ou madame a la moitié de la valeur lors du divorce. Oui, alors là, à la limite, quand on est en SASU ou en EURL, tout va bien. Par contre, quand on est associé avec un tiers, et là, c'est peut-être même un peu plus compliqué parce que son associé n'a peut-être pas envie d'être associé, lui, avec l'époux ou avec l'épouse. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, madame crée, et qu'est-ce qui se passe en cas de divorce alors? Alors, en cas de divorce, vu que la société, dans un régime de communauté, appartient aux deux époux, lors de la liquidation de la communauté, rentrera dans le patrimoine commun la société telle qu'elle existe au moment de la séparation. En revanche, dans un régime de séparation, là, les biens de madame n'appartiennent que à madame, y compris la société. Donc, ça ne fera pas l'objet d'un partage. Et madame crée sa société, qui est protégé en cas de faillite? Alors, en cas de faillite, en l'occurrence, et en cas de mise en jeu, on va parler d'une caution. En cas de mise en jeu d'une caution, si on est dans un régime de communauté, là, on ne se protège pas en l'occurrence, parce que vu que les biens appartiennent à la communauté, tous les biens de la communauté peuvent être appelés à caution. En revanche, dans un régime de séparation, les biens de monsieur sont protégés. D'accord.
Et après, pour terminer, madame crée sa société qui est protégée en cas de décès. Ben là, du coup, en cas de décès, on va parler d'une protection, alors même si ce n'est pas forcément le terme approprié, hein, mais de monsieur dans un régime de communauté, puisque effectivement, il héritera, entre guillemets, d'une partie de la société plus facilement qu'en régime de séparation. D'où après, nous verrons par la suite certaines clauses qui peuvent être faites dans les statuts. Exactement, on peut adapter de toute façon les statuts. Et sachez qu'on peut changer de régime matrimonial en cours de mariage, et on peut aussi, si on est en régime de communauté, appliquer ce qu'on appelle un remploi de fonds propres pour effectivement réserver cette société, extraire cette société de la communauté des biens des époux, en fait. Donc là, il faut se rapprocher effectivement de son conseil dans le cadre de la création pour effectivement trouver des solutions adaptées. Tout à fait. Mais chaque cas est unique, hein. Chaque entrepreneur est unique. C'est vraiment, on ne peut pas appliquer une règle. Il faut vraiment avoir un vrai échange avec l'entrepreneur pour bien savoir ce qui ira le mieux dans votre cas. Tout à fait. Et alors, protéger les revenus du foyer et assurer la pérennité de l'entreprise. Très important. Voilà, une fois que la société est créée, il va quand même falloir s'assurer que vous avez pris toutes les dispositions pour protéger les revenus du foyer d'une part et assurer la pérennité de l'entreprise d'autre part. Pour le foyer, on va parler de la prévoyance. Donc là, en fait, il faut savoir qu'on peut mettre en place des assurances visant à protéger, donc du coup, ces deux aspects. La prévoyance, son objectif, ça va être de préserver les revenus, notamment en cas d'arrêt de travail, invalidité, et protéger financièrement les proches en cas de décès de l'entrepreneur. Pour ce qui est de l'entreprise, on peut évoquer les garanties croisées entre associés. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais il faut y penser, ça existe. Ça peut permettre aux associés survivants de racheter les parts de l'associé défunt et conserver du coup le contrôle de la société. Et donc, du coup, on va mettre en place ce type de garantie entre associés. Et après, on peut aussi adapter les statuts et le pacte des associés. On peut, et il faut absolument, en fonction de la stratégie patrimoniale qu'on aura adaptée seul et avec ses associés, il va falloir justement adapter soit les statuts, soit le pacte d'associés s'il en est. Donc en fait, vu qu'on a parlé effectivement d'héritage, on va mettre en place les clauses d'agrément, on peut mettre en place effectivement la préemption, prévoir des règles d'exclusion et de continuation de la société. Continuation, ça peut passer par la représentation d'un associé, justement en cas d'incapacité ou de décès, et on va prévoir également les modalités de sortie conjointe, on peut aborder le bad leaver, la valorisation des parts, etc. Puisqu'on parle aussi d'héritage, on va pouvoir, et donc là de succession, on va pouvoir préparer tout ça. Donc là, on aborde la création, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté, mais sachez qu'il existe aussi des dispositifs qui vous permettent de transmettre en toute sécurité et de façon avantageuse d'un point de vue fiscal vos parts à vos héritiers. Là, on parle du démembrement des parts et on évoque en filigrane le pacte du trade. Merci Julie pour ces précisions. Pour terminer, la création d'entreprise, un bref rappel sur les aides à la création d'entreprise. Oui, on va retrouver donc, on va dire 4 différentes catégories d'aides. On va retrouver donc les financements à prêt zéro, hein, qui vont vraiment vous permettre de faire un effet de levier en fait pour votre emprunt, parce qu'en fait c'est le prêt à taux zéro viendra gonfler vos fonds propres et donc rassurer la banque lors d'une demande de prêt bancaire. On va retrouver des organismes tels que le réseau initiative Nord-Actif, qui va pouvoir lui-même se porter en fait contre-garant de cet emprunt. On va retrouver également des aides liées en fait au lieu d'implantation et selon en fait le profil du porteur. Certaines communautés d'agglomération en fait vont subventionner éventuellement les travaux liés à la réhabilitation de votre devanture. On va retrouver aussi d'autres catégories d'aides là liées plutôt à votre activité. On parle souvent des économies sociales et solidaires. Donc là ensuite il faut aller voir les partenaires adéquats. Les partenaires adéquats. C'est vrai aussi, l'ensemble des comités prêts d'honneur, Nord-Actif, etc., aident aussi à repenser votre projet, à affiner votre projet. Vous avez des remarques et des réflexions qui sont faites par ces organismes qui ont vraiment l'habitude de voir des créateurs, des porteurs de projets, autant que les experts comptables qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Et je pense que c'est important d'être à l'écoute de toutes les remarques que vous pourriez avoir et de le prendre en compte pour votre projet. Très important. Alors, ensuite, on a l'ACRE, la réduction de charges sociales pour le créateur.
Oui, tout à fait. Donc en fait, l'ACRE, il y a eu une modification importante relativement récemment. C'est que l'ACRE aujourd'hui n'est plus automatique pour les micro-entreprises. Donc il faut faire une demande spécifiquement auprès de l'URSSAF dans les 45 jours qui suivent la création. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que si vous voulez créer une micro-entreprise pour tester un petit peu l'activité avant de basculer rapidement en société, bah, ça évite en fait d'avoir l'ACRE sur un régime qui va durer que quelques mois pour pouvoir en bénéficier par la suite en société, puisqu'en société, l'ACRE est toujours automatique, il n'y a pas de demande à faire dès l'instant où on remplit les conditions. La principale étant en général le statut de demandeur d'emploi, ou alors l'âge, ou alors d'être bénéficiaire du RSA. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus précises. L'autre élément aussi, c'est que l'exonération est limitée à 1 an dans tous les cas. Là où auparavant, on a eu une réduction pendant 3 ans en micro-entreprise. Donc ça aligne vraiment le régime avec celui qui existait déjà en société. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur 12 mois consécutifs. Super. Merci Antoine pour ces précisions et merci William aussi pour les aides. Donc voilà, on va vous laisser aussi, ce qu'il faut retenir, c'est un peu chacun de nous va vous laisser un peu la checklist de ce qu'on pense indispensable. Alors peut-être William, qu'est-ce que tu pourrais dire à un créateur? Un créateur, c'est d'abord réfléchissez à faire du chiffre. On verra ensuite comment l'optimiser parce qu'en effet, si vous ne savez pas déjà quoi faire et à combien vous allez le vendre, nous, on n'aura pas la solution pour vous. Antoine? Oui, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit William. Effectivement, le côté économique, c'est le plus important. Et au-delà de ça, pas forcément se baser sur ce que va vous dire le collègue ou le confrère qui a créé il y a 1 an ou 2, parce que d'une part, les règles changent. D'autre part, ce qui est adapté dans sa situation le sera peut-être pas du tout dans la vôtre. Merci Antoine. Julie? Eh bien, moi, effectivement, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est faites-vous conseiller. On est dans une région et dans un pays où on regorge d'aides et de conseils utiles. On peut citer la BGE, on peut citer Initiative, on peut citer France Active et j'en oublie plein, tous les incubateurs, votre expert comptable, des organismes de formation indépendants, public, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis après, il va y avoir effectivement votre avocat, votre notaire qui vont pouvoir aussi vous aiguiller. Voilà, dans votre parcours de création, n'hésitez pas à vous faire conseiller et tout conseil est bon à prendre. C'est ça. Et puis après aussi, l'aspect social, ne négligez pas votre protection sociale. Alors, on voit de plus en plus de salariés cadres qui mettent en place des prévoyances supplémentaires et des retraites supplémentaires. C'est pareil pour les entrepreneurs. Protégez-vous, mettez en place des contrats le plus tôt possible pour que ça vous coûte le moins cher possible et faites assez rapidement des bilans santé. Voilà. Mais en tout cas, on était ravis de vous accueillir sur ce webinar. Alors, on est un peu pris par le temps. On voulait vraiment respecter ce timing. Chaque intervenant va mettre dans le chat leurs coordonnées, adresse mail et numéro de téléphone et ils ont accepté d'être recontactés et de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à les appeler, à les contacter et juste pour une question, une interrogation. Je vous remercie, puis on vous souhaite tous les 4 une très belle journée, une belle création et à bientôt. Au revoir.